Donc, Martin Bouchard-Valentin est ingénieur en hydraulique urbaine. Hein. Il n'y a pas longtemps, je pense, c'était à la direction des politiques de l'eau, puis maintenant, tu es à la direction des eaux usées, c'est ça? En fait, donc, j'étais à la direction des eaux usées, qui fait partie de la direction générale des Ah, politiques OK, de bon. l'eau. Mais merci de me C'est un tout. démêler là-dessus. Puis bon, puis donc, ton travail touche directement à la gestion des eaux pluviales. Martin a d'abord suivi une formation de biologiste au premier ou deuxième cycle à l'Université Laval, puis a également obtenu un baccalauréat en génie civil à l'Université de Sherbrooke. Alors, tout au long de son parcours professionnel, ses emplois ont toujours été reliés à l'ingénierie hydraulique. Et pour avoir discuté avec Martin, c'est aussi, au-delà de ses compétences, c'est aussi un passionné, j'ai l'impression, parce que ça prend, pour ce qu'il va vous montrer, le travail de documentation en arrière de ce qui vous est présenté aujourd'hui est assez colossal, j'imagine, là, de recenser les bonnes pratiques à l'échelle de l'Amérique du Nord. C'est pas un petit travail. Alors là-dessus, Martin, je ne sais pas si, est-ce que tu veux partager Là, direct? ouais, je vais partager. Fait que tu as Fait juste à que je utiliser. fais partage. Oui. Puis tu vas ouvrir si ton PowerPoint est dans les Ouais, choix, tu vas voir les fenêtres, tu le choisis, puis ça va. je vais démarrer. Et voilà. C'est PowerPoint. J'ai juste démarré. Fait que moi, je te laisse aller là-dessus. On a une vingtaine de minutes Fait que ça pour la marche. OK. présentation. Oui. Alors, sois pas froissé si je suis insistant à la fin du 20 minutes, disons. C'est Je bon. serai avec ça. Fait que, à toi. C'est parti. OK, ben alors bonjour. Ça fait plaisir d'être présent pour parler du code. En fait, vous êtes privilégié. C'est la première présentation que je fais sur le code depuis qu'il a été adopté récemment. Alors, c'est sans doute le premier d'une série. Alors, je casse la glace avec les Martin, gens des OBV. excuse-moi, Oui, Martin, je vais intervenir. Parce que là, tu as partagé ton deuxième écran de présentateur. pardon. OK, Puis je ne sais pas si tu peux. comme ça. Ça, c'est mieux. Yes. Ah, ça, c'est parfait. Merci Ah. beaucoup. Est-ce que vous, OK. Est-ce que vous voyez, Ouais, moi, est-ce que vous voyez parfait. la vidéo, vous ne voyez pas, là? Parce que moi, je vois les vignettes avec On ne voit pas les les vignettes du vidéos. tout, on voit Parfait. juste ton écran. Parfait. OK. Alors, donc, je casse la glace avec vous, les OBV, là, les gens des OBV, pour parler du code. Alors, le code, c'est quelque chose qui vient d'apparaître dans le paysage au niveau des documents de référence pour les eaux pluviales. Je vais vous expliquer d'où ça vient, mais je ne rentrerai pas dans le détail du contenu du code, là, parce que c'est quand même quelque chose qui est plus technique là, au niveau de la conception, là, mais je veux plutôt vous expliquer l'origine, puis dans le fond, ce qu'est le code et ce qu'il n'est pas aussi. Alors, on va y aller. Donc, au niveau des origines, il faut regarder, dans le fond, le code comme un élément qui s'inscrit dans la modernisation du régime d'autorisation du ministère. Donc, le régime d'autorisation, il y a eu un grand chantier qui a démarré en 2015 avec le dépôt du livre vert à l'Assemblée nationale, où est-ce que le ministère venait annoncer ses intentions de revoir et moderniser le régime d'autorisation. Alors, il y avait des propositions dans ce livre et qui notamment annonçait un intérêt à modifier la LQE et des règlements associés à la LQE. Donc, c'est ce qui a été fait en mars 2017. Il y a d'abord il y a eu l'adoption d'une loi qui modifiait la LQE. Et je le mentionne ici parce que dès l'adoption de cette loi, il y a des déclarations de conformité qui sont entrées en vigueur. Ça, c'est un des éléments de nouveautés liés à la modernisation du régime d'autorisation. Alors, si on va faire un tour de ce côté pour expliquer un peu c'est quoi. Alors, vous savez, il y a des projets qui vont en autorisation, qui requièrent une autorisation. Alors, on a trois échelles. Auparavant, on avait trois échelles de risques, si on peut dire, de risques. Alors, il y avait les risques élevés, puis ça, c'est des projets qui vont qui ont à passer à travers la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Ça, entre autres, ça peut requérir des audiences publiques où le BAP intervient. Donc, ça, c'est le niveau élevé. Le niveau modéré, c'est des autorisations qu'on dépose au niveau du ministère. Donc, c'est les fameux articles 22, article 32 qu'on entendait auparavant. Là. Donc, c'est les choses, ça, c'est le risque modéré. Puis, enfin, il y avait un troisième risque qui était le risque négligeable. Puis ça,
c'est des activités qui étaient exemptées du régime d'autorisation, justement parce qu'ils étaient jugés à risque négligeable. Alors, on pouvait procéder sans autre formalité. Alors, ce qui est venu introduire le nouveau régime avec la loi modifiant l'LQA, c'est une nouvelle catégorie qui est les déclarations de conformité. Donc, on insère un risque faible. Et ici, c'est un mécanique qui permet à quelqu'un de faire des travaux qui sont un petit peu plus risqués que l'exemption, mais évidemment moins risqués qui ne nécessitent pas d'autorisation ministérielle. Mais on peut donc réaliser les travaux sans aller chercher une autorisation, mais en contrepartie, il faut déposer une déclaration de conformité, ce qui consiste en un document où on vient attester la conformité à certaines conditions. Donc, comme je vous dis, il y a eu des déclarations de conformité. En fait, il y en a eu 3 à ce moment-là qui ont été mis de l'avant dès mars 2017. Trois activités admissibles à des déclarations de conformité. Et là-dedans, il y avait entre autres le prolongement de système de gestion d'eau pluviale. Alors ça a été introduit dès mars 2017 au niveau des déclarations de conformité. Et c'est là qu'ici, on se doit de parler du manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales. C'est un document qui a été publié de manière concomitante avec la loi modifiant l'LQE. Pourquoi? Parce que, comme le nom l'indique, dans une déclaration de conformité, on se déclare conforme à quelque chose. Alors, ce quelque chose ici, dans le cas des prolongements de système de gestion d'eau pluviale, c'était les règles de calcul et de conception prévues au manuel. Donc, on pourrait dire que le manuel, à ce moment-là, était une extension de la loi parce qu'on venait définir des règles pour rendre admissibles des projets ou des activités à des déclarations de conformité. Alors, allons faire un détour du côté du manuel parce que ça va être utile pour comprendre après le code. En fait, le code est basé en bonne partie sur le manuel. Je voulais souligner ici que le manuel, la rédaction a débuté en 2016. Puis essentiellement, ça s'est basé évidemment sur le guide de gestion d'eau pluviale du ministère de l'Environnement qui date de 2011. Alors, nécessairement, on est reparti du guide, mais aussi pas juste ça, évidemment, il a fallu faire une revue de littérature. Et donc, une panoplie de documents de référence nord-américains, essentiellement nord-américains, qui ont été utilisés pour rédiger le contenu du manuel. Ce contenu a ensuite été révisé par un comité d'une trentaine d'experts formés conjointement par Réseau Environnement et par le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, ce qu'on appelle le CIRIU, qui est dans le fond un centre qui est le fruit d'une association des municipalités. En fait, c'est l'ensemble des municipalités qui financent le CIRIU pour se donner des outils pour les aider, dans le fond, dans leur gestion de leur parc d'infrastructure. Donc, il y a différents experts associés au CIRIU. Alors, cette trentaine d'experts ont révisé, ils ont commenté le manuel. Et en plus de ça, on a eu certaines consultations particulières avec d'autres experts, notamment des universitaires, et aussi le MTQ et le MAMACH ont contribué aussi à réviser le manuel. Donc, tout pour dire que le manuel n'est pas nécessairement juste le fruit du ministère, c'est un travail de collaboration qui, on peut dire, là, fait quand même, en fait, se voulait refléter les règles de l'art, était assez consensuel, là, donc les règles de l'art dans le domaine de la conception de systèmes de gestion d'eau pluviale. Donc, comme je le mentionne en bas, c'est entré en vigueur au 23 mars 2017, en même temps qu'est entrée en vigueur la loi modifiant la LQA. Donc, ça complète pour la loi modifiant la LQA. Alors, en mars 2018, un an plus tard, la LQA en tant que telle a été modifiée parce qu'il y a un délai d'1 an entre l'adoption de la loi qui modifie la LQA et la prise d'effet des dispositions modificatrices. Donc, alors, un an plus tard, la loi a été modifiée en bonne et due forme. Et cette année, donc on est en août 2020, c'est un autre volet de la modernisation qui est arrivé. Donc, c'est l'adoption du RAFI, le règlement qui vient détailler, en fait, qui vient préciser certains éléments du régime d'autorisation. Donc, c'est tout récent, là, en août 2020, ça a été adopté. Et l'entrée en vigueur du règlement RAFI va être au 31 décembre 2021, donc cette année, dans quelques semaines. Et c'est là-dedans que s'inscrit le Code de conception pluviale.
Alors, mais avant, je vais parler du RAFI. Le RAFI, en fond, c'est l'acronyme pour Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Alors, ça fait différentes choses, le RAFI, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'entre autres, ce qui fait le RAFI, c'est qu'il vient énoncer toutes les activités qu'on mentionnait de risques négligeables et risques faibles, donc les activités en exemption et en déclaration de conformité. Alors, le RAFI vient rassembler, regrouper toutes ces activités-là au sein d'un seul et même règlement. Donc, pour savoir si une activité est exemptée ou en déclaration de conformité, donc, autrement dit, quelles activités peuvent être soustraites du régime d'autorisation? Eh bien, le RAFI donne la réponse. C'est le RAFI qui rassemble, qui synthétise toutes ces activités. Je le dis parce qu'auparavant, des exemptions, on en retrouvait dans différents règlements sectoriels, on en retrouvait dans des documents administratifs, dans des guides, dans des notes d'instruction publiées sur le site web du ministère. Donc, c'était un peu disparate, on pourrait dire un peu éparpillé, mais là, il y a eu un grand travail de consolidation pour tout rassembler dans le RAFI, de le formaliser carrément dans un règlement. Le RAFI, c'est pas juste le chantier RAFI, c'est pas juste le règlement RAFI. Il y a aussi associés à ça, il y a 4 règlements qui ont été adoptés en parallèle avec le RAFI, dont le Code pluvial, on va y revenir. Il y a aussi 4 règlements qui ont été abrogés dans la foulée de ce chantier, et aussi 22 autres règlements qui ont été modifiés par concordance. Donc, au total, c'est un chantier de 31 règlements. Donc, oui, c'est ça, 31 règlements qui ont été adoptés, comme je vous disais, en août dernier et qui vont rentrer en vigueur au 31 décembre de cette année. J'ai mis ici un petit lien Internet là, pour avoir plus de détails sur tout ça. Je vous invite à aller voir la page web ici où est-ce qu'on vient donner davantage de détails que je peux en donner aujourd'hui. Et notamment, vous allez trouver un lien YouTube là, sur une séance d'information qu'on a donnée le 8 septembre. Ça dure à peu près 45 minutes, qui fait le tour là, de tout ce chantier-là des 31 règlements. Donc, le Code pluvial, bien, ça s'inscrit dans ce fameux chantier où est-ce qu'il y avait 31 règlements. Et donc, le code, ça reprend l'esprit du manuel. En fait, c'est la même mécanique. C'est encore une fois pour donner, comme le titre l'indique, donner accès à des déclarations de conformité, certains travaux de prolongement de système d'égout pluvial, de système de gestion d'eau pluviale, pardon. Alors, ce qui fait en sorte que le manuel, lorsque le code va rentrer en vigueur au 31 décembre 2021, 2020, j'ai mis 2020, je m'excuse, c'est 2020, quelle erreur. C'est 2020. Il va falloir corriger ça. C'est cette année. Donc, au 31 décembre 2020, le code va venir remplacer le manuel qui donc va être retiré là, du site web du ministère. Parce que le code, comme je vous disais, le RAFI rapatrie toutes les soustractions, ce qui inclut évidemment les soustractions qui étaient prévues dans la loi modifiant la LQE. Donc, tout ça est rapatrié, comme je vous dis, dans un seul et même règlement qui fait la synthèse de tout. Alors, où est plus spécifiquement la référence au code à l'intérieur du RAFI? Bien, on la retrouve, si ça vous intéresse, à l'article 222. Alors, je peux vous le lire avec vous. Là. Qu'est-ce qu'on peut lire à l'article 222? On dit « Sont admissibles à une déclaration de conformité l'établissement et l'extension d'un système de gestion d'eau pluviale non tributaire d'un système d'égout unitaire. » Donc, c'est ça, il ne faut pas que ça soit associé à un égout unitaire parce que là, on a d'autres enjeux. Donc, il faut que ce soit du pluvial pur, là. Alors, sont admissibles à une déclaration de conformité l'établissement et l'extension d'un système de gestion d'eau pluviale, non tributaire d'un réseau unitaire, aux conditions suivantes. Là, on a 1, 2, 3, 4 que je ne mentionne pas. Et on arrive en 5. Sa conception est réalisée conformément au code de conception d'un système de gestion d'eau pluviale admissible à une déclaration de conformité. Alors, il est là le lien. Donc, pour avoir le droit à la déclaration, il faut respecter le code. Puis, je vous mentionne aussi en 6, où est-ce qu'on dit « Seuls les ouvrages de gestion d'eau pluviale déterminés dans le code sont utilisés. » Donc, on ne peut pas utiliser autre chose que ce qui est écrit dans le code. Donc, c'est comme ça qu'apparaît le code puis que l'existence du code se justifie. Alors, les éléments importants à savoir sur le code. Bien, comme vous l'avez vu, le code, c'est un règlement. Règlement adopté par le Conseil des ministres. Alors, ça suivi la procédure juridique normale avec prépublication dans la Gazette officielle, etc. Donc, ce n'est pas un guide.
C'est vraiment un règlement. Alors, ça, c'est une bonne chose à savoir. Puis en même temps, ben, ça implique aussi que la modification d'un règlement, ça ne se fait pas comme dans un guide, là, c'est un petit peu plus compliqué. En même temps, c'est basé sur des assises juridiques, le code web. Donc, le code, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il énonce des critères de conception à respecter pour être admissible à une déclaration de conformité. C'est ce que j'ai expliqué depuis le début. Mais je veux souligner ici que c'est vraiment, il faut le regarder il faut le camper, le code dans son objectif. C'est vraiment pour rendre admissible certains projets de prolongement à des déclarations de conformité. Ce n'est pas une norme. Ça veut dire que ce qui est écrit là-dedans, ce ne sont pas des interdictions. Ça, c'est mon troisième point. Dans le sens que si on ne respecte pas une des dispositions du code, il ne faut pas interpréter ça comme étant une interdiction. Ça veut juste dire que si tu n'es pas capable de respecter une des dispositions du code, tu n'es juste pas admissible à une déclaration de conformité. À ce moment-là, tu devras aller en autorisation. C'est ça que ça veut dire. Puis à l'autorisation, ben, il y aura une évaluation à savoir si le projet est acceptable au niveau environnemental. C'est comme d'habitude. Donc, la déclaration de conformité, c'est comme on pourrait dire, un fast track. C'est la voie réservée là, sur l'autoroute qui permet d'aller plus vite, mais évidemment, il faut respecter certaines conditions pour avoir droit à ce privilège. Ben aussi, en même temps, ben c'est ça, le dernier point, tous les critères sont obligatoires pour être en DC. Ce n'est pas des recommandations. Alors, c'est un peu ça aussi la différence principale avec le guide de gestion d'eau pluviale du ministère qui a été publié en 2011. Où est-ce que le guide, on parle juste par le langage, là, vous le voyez, là, si vous avez consulté le guide, là, on parle au conditionnel, et on devrait faire comme ça, ce serait une bonne idée de faire ça de même. Il n'y a pas de prescription, on expose des recommandations en fin de compte. Mais pour les fins de réglementaires, comme je viens de vous l'expliquer, où est-ce qu'on veut rendre admissible à des déclarations de conformité certains travaux relatifs au système de gestion d'eau pluviale, bien là, il faut être beaucoup plus directif. Donc, le langage même, il est différent. Là. Et nécessairement, ils sont tous obligatoires, les critères. Alors, il faut avoir un score de 100% de respect pour avoir droit à la déclaration de conformité. Donc, ce qui m'amène, en fait, c'est le lien avec cette diapo ici. Là, ce qui est important de savoir pour le code aussi, c'est que, en fait, de manière générale, pour les déclarations de conformité, c'est qu'en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, réaliser des travaux alors qu'une seule condition est non respectée est équivalent à réaliser des travaux sans autorisation. Et ça, c'est passible des sanctions les plus lourdes prévues à la LQE. Alors, c'est ça, on donne des privilèges, mais en même temps, il faut être responsable parce que la contrepartie, c'est que si on ne respecte pas les règles du jeu, ben là, les sanctions à l'inverse sont très lourdes. Alors, c'est double tranchant, mais c'est pour ça qu'il faut être. La conclusion ici, c'est qu'il faut vraiment que les conditions soient intégralement respectées pour avoir droit à la déclaration de conformité. Puis c'est vrai pour le code pluvial, mais dans le fond, c'est vrai pour l'ensemble des déclarations de conformité, des activités en déclaration de conformité qui vont entrer en vigueur au 31 décembre. Il y en a une soixantaine pour l'instant qui vont rentrer en vigueur au 31 décembre. Donc, pour ceux qui connaissent le manuel qui a été publié là, en 2017 en même temps que la loi modifiant la LQE, comme je vous ai dit, le code vient remplacer le manuel, mais ce n'est pas le manuel. Ce n'est pas 100% équivalent. Puis dès le premier point, je vous l'illustre. Là. On part d'un document qui a à peu près 106 pages au niveau du manuel, puis le code, lui, il y a à peu près 62 pages. Fait que, il y a beaucoup de choses en moins, il y a beaucoup de pages en moins. Fait que ça pour dire que c'est un indicateur pour vous montrer qu'il y a des différences. Puis en partant, ben c'est ça, comme je vous disais, le code est un règlement. Donc, le style d'écriture en soi est fortement différent. C'est un style d'écriture et la structure même du texte est sous le format règlement. Puis ça a été révisé par des juristes. Alors, c'est sûr que le langage, c'est pas la même chose que quand un ingénieur ou un autre professionnel rédige un document. Aussi, le manuel, il y avait quand même certaines figures ou certains passages qui étaient plus là pour donner quelques explications complémentaires pour expliquer l'intention. Mais dans un règlement, on ne fait pas ça. L'intention d'un règlement, c'est de donner des règles. C'est pas d'expliquer le pourquoi des choses. Ça, au pire, il y aura
guides complémentaires pour expliquer, des documents d'accompagnement. Mais le but d'un règlement, c'est d'aller droit au but, puis c'est de donner les normes à suivre sans recourir à des explications. Donc, tous ces éléments-là d'explicatifs, ils ont été retirés au passage lorsque le manuel a été converti en code. Bon, ça, c'est un détail, là, mais en tout cas, les définitions qu'on voit, les définitions des termes, là, on retrouve souvent ça. Là. Au début, on retrouve une série de termes qui sont définis. Après ça, on peut lire le texte. Là, la stratégie adoptée pour le code, c'est d'insérer les définitions au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans le texte. Bon, en tout cas, c'est une petite particularité. Ensuite, qu'est-ce qui fait que le code est différent du manuel? Bien, effectivement, il y a plusieurs, au-delà de l'écriture et de la structure du texte, là, il y a plusieurs dispositions qui n'ont pas été reconduites. Là, j'en ai listé quelques-unes à titre indicatif, notamment le critère du 5 là, vous irez lire le chapitre 4 du manuel, là, mais il y en a certains qui ont évoqué ça. Le critère du 5 pour ne pas faire de contrôle quantitatif, ça n'a pas été reconduit. Fait que ça, c'est quand même un élément de différence. L'ensemble du chapitre 11 du manuel qui porte sur l'infiltration des eaux n'a pas été inclus. L'ensemble des chapitres 12 et 13 portant sur l'écoulement du réseau mineur et majeur n'a pas été reconduit. Les clauses de protection de l'environnement à inscrire au devis, qui fait l'objet du chapitre 15 du manuel, n'a pas été reconduit. Et le chapitre 18 qui porte sur les déconnexions de toiture et de gouttière n'a pas été inclus. Et dans le fond, de manière générale, c'est toutes les dispositions qui étaient présentes au manuel à titre de bonne pratique. Dans le fond, il y a bien des choses qui ont été mises dans le manuel qui étaient là, justement, comme vous avez vu le processus, là, il y a eu un comité d'experts, puis on a inséré parfois des règles de conception qui sont des bonnes règles de conception sur comment bien concevoir, comment bien dimensionner des ouvrages. Mais ultimement, ça n'a pas des effets directement sur l'environnement. C'est plus, des fois, c'est pour faciliter l'accès ou pour faciliter les opérations ou des fois, d'un point de vue structural, pour que ce soit plus solide. Mais ça n'a pas des fondements basés sur l'environnement. Alors, toutes ces clauses-là, ils ont été retirées parce que le but du ministère de l'Environnement et du régime d'autorisation, c'est d'évaluer l'acceptabilité environnementale. Le but du code, ce n'est pas de faire une revue de littérature puis d'expliquer les bonnes pratiques de conception. Il faut regarder ça à l'esprit aussi. C'est vraiment pour le volet environnement. Fait que ça, c'est important que les choses soutiennent des charges, une résistance à la compression, des choses comme ça, mais ça ne doit pas être prévu dans le code. Alors, on avait peut-être été un peu trop loin là, dans le manuel à ce moment-là quand on l'avait écrit. Alors, donc, c'est ça. Donc, de manière générale, les dispositions présentes au manuel à titre de bonnes pratiques, mais qui sont sans effet sur la performance des ouvrages, de manière générale sur la protection de l'environnement, ça n'a pas été reconduit. Alors, ma dernière diapo, je termine là-dessus. Donc, le code, c'est quoi? En fait, on a là-dedans des méthodes de calcul pour faire le dimensionnement. On a des procédures pour utiliser les données de précipitation, qui sont quand même le point de départ de toute conception en système de gestion d'eau pluviale. Et actuellement, on liste 5 ouvrages admissibles à une déclaration de conformité. On mentionne les systèmes de rétention sec, les systèmes de rétention à volume permanent, des fossés engazonnés, des séparateurs hydrodynamiques, puis des technologies commerciales. Alors ça, ce sont les 5 ouvrages que si on utilise ça dans le cadre d'un projet, eh bien, ça peut être admissible à une déclaration de conformité. Alors, notre intention, c'est de bonifier cette liste-là pour inclure davantage d'ouvrages, principalement des infrastructures vertes. Alors, ça va être fait là, dès qu'on pourra. J'en fais une priorité. Alors, voilà, ça complète mon petit tour d'horizon du code pluvial et du portrait là, avec le RAFI. Voilà, merci. Merci beaucoup, Martin. On va aller voir. Je te garde un peu. Il y a peut-être des questions. J'invite les gens, normalement, vous avez la possibilité de lever la main si vous avez des questions. On va prendre
peut-être un petit 3-4 minutes s'il y a des questions. Sinon, on va passer à l'autre partie. Alors, j'ai Delphine. Delphine, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter sur le stage en bon français. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ta caméra. Puis, ton micro. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. Un des reproches qui était fait au manuel, y compris là par les ingénieurs, c'est que justement, il n'y avait pas de critères de conception pour la plupart des infrastructures vertes. Donc, pas d'exemption possible. On ne pouvait pas juste passer par un certificat de conformité. Et ce que disaient les ingénieurs lors d'une formation que j'avais faite, c'est que ça n'encourageait pas évidemment les municipalités à utiliser ces infrastructures vertes parce qu'elles étaient de toute façon soumises au certificat d'autorisation comme n'importe quelle infrastructure grise. C'était en 2017, là on est rendu en 2020. Je sais que vous venez de le dire, là c'est dans les plans du ministère d'avancer là-dessus, mais est-ce qu'on a une idée du délai supplémentaire que ça va prendre pour enfin inclure les infrastructures vertes et de manière à ce que ce soit un facteur qui permette d'encourager, puis nous de pousser les municipalités avec lesquelles on travaille à utiliser ces infrastructures? Ouais, c'est dur de plier un délai là, à chaque année. Je me dis que à la fin de l'année, il faut que ça soit complété. Puis là, justement, je ne vous expliquerai pas l'historique qui explique pourquoi ça ne s'est pas fait encore. Ben, même dans le manuel, on voyait toutes les choses à venir, là, puis il y avait même des ébauches, là, notamment sa biorétention, que j'avais déjà commencé. Là. Bon, ça n'a pas abouti là, pour différentes raisons. Là. C'est ça, c'est dur de prédire un échéancier, là, parce que là, en même temps, j'en suis conscient. Je sais que le message que vous dites, puis je l'avais déjà formulé dans une présentation là, il y a même 2 ans, là, où j'avais dit les principaux obstacles à l'implantation d'infrastructures vertes. Puis j'avais fait un portrait de ces obstacles-là, ma lecture des choses. Là, puis un des points, c'était que le manuel n'avait pas n'incluait pas des infrastructures vertes, fait que c'était pas un très gros incitatif. Fait que j'en suis parfaitement conscient. Du message contradictoire qu'on envoie. Là. À la fois, on encourage les infrastructures vertes, mais au niveau des distractions, elles ne sont pas là. Fait que, c'est ça, là, l'échéancier est difficile à dire pour moi, là, parce que là, c'est rendu un règlement. Donc, comme je mentionnais, ça prend un processus particulier là, pour modifier un règlement, puis il faut l'inscrire dans les priorités du ministère. C'est sûr que dans le fond, en même temps, ça a un avantage parce que si moi, je le présente comme étant une bonification du code pour ajouter de nouvelles infrastructures, ça veut dire moins d'autorisation au ministère. Fait que ça, je pense qu'il va y avoir une écoute réceptive de cet argument. Mais c'est ça, il faut faire le travail, il faut travailler avec les juristes. Je vous dirais, là, réalistement, là, je ne pense pas avant 1 an, avant 12 mois, là, que ça va être faisable. Mais est-ce qu'un des obstacles, c'est que finalement, il n'y a pas assez d'études ou de données scientifiques sur les conceptions? Non, c'est vraiment pas ça. Là, des documents, c'est pour ça, c'est ça que je dis aussi. Là, les études, on en a pas mal. Ça pleut, les études, quand on refait des recherches sur des critères de conception sur les systèmes de gestion d'eau pluviale. Google nous sort je ne sais pas combien de dizaines de pages de contenu. Fait que c'est vraiment pas un problème de recherche et de savoir quoi faire. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut avoir la capacité de le faire. Puis là, notre équipe a grossi un petit peu. Là. Ça a donné des marges de manœuvre. Puis moi, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai été absent pendant 1 an et demi de l'unité. Là. Fait que c'est sûr que pendant 1 an et demi, ça n'a pas avancé aussi vite qu'on l'aurait souhaité parce que moi-même, j'étais affecté justement au chantier du RAFI là, en particulier. J'ai été mobilisé pour ce gros chantier-là. Alors, nécessairement, ça a comme été un peu mis à la glace. Là. Maintenant, ce chantier-là est complété. Je suis revenu dans mes fonctions. Fait que là, il y a de meilleurs espoirs que ça puisse avancer, là, si je peux dire. Là. Évidemment, si je reste en santé et si on continue à maintenir les priorités. Là. Merci beaucoup.
Merci. Je te retourne. Ça ne sera pas long. Comme j'ai à faire le. Ben, merci, Martin. Ça fait le tour. Pour conclure, on a eu des discussions en préparation, là, puis je sais que tu me disais que oui, il y a 5 ouvrages, à peu près, ça couvre 5 ouvrages, là, le code, mais c'est un début. Fait que l'intention, c'est éventuellement d'en rajouter, mais il y a d'abord l'usage, je dirais, à constater aussi par les municipalités, entre autres, là. Puis éventuellement, c'est un départ. Donc, on suivra ça. On va probablement s'en reparler dans les prochaines années, puis on pourra voir justement comment cette plateforme-là accélère justement le choix vers des infrastructures vertes.